Ariane Florival a été élue présidente du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane. C'est la première à ce poste depuis la fusion du CESER et du CCEE, les anciens organes consultatifs territoriaux. La République se souvient de l'esclavage et surtout de son abolition le 27 avril 1848. Cette cérémonie décidée très tardivement, s'est déroulée avec des personnalités triées sur le volet, une faible mobilisation populaire. Et puis la calligraphie mêlée à la beauté du paysage guyanais, c'est le travail de l'artiste taïwanais Chen Shuchuan à découvrir dans votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition que vous pouvez également regarder en direct sur Facebook. Je vous le disais hier, Ariane Florival a été élue première présidente du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane. La séance d'installation s'est déroulée hier à la CTG. Reportage de Gaël Wassim. Le nouveau conseil consultatif de la CTG est bel et bien installé. Hier soir, plus d'une soixantaine de représentants de la société civile étaient présents pour élire le nouveau et premier président du CCSEG, le Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane. Deux candidats étaient en lice, Jean-Pierre Bacot et Ariane Florival. C'est cette dernière qui a remporté le vote à bulletin secret procédé à l'issue de la fusion entre le CCEE et le CESER, les deux conseils consultatifs précédents. Aujourd'hui, c'est une nouvelle instance qui arrive, donc avec deux sections culture et économique. Donc nous devrons nous atteler pour travailler ensemble afin de porter des avis efficients auprès de la collectivité territoriale. Nous allons avoir une plénière de 60 membres. Nous devrions aussi bien le Conseil de la culture, de la section culture et la section économique arriver en plénière, pouvoir travailler ensemble afin de rendre un seul et même avis. Pour rappel, cet organe de la CTG a un rôle prépondérant dans la vie qu'il émet auprès de l'exécutif. Faire que la voix de la société civile organisée que nous sommes aujourd'hui à l'intérieur de ce conseil soit entendue, nos avis existent et faire de façon à ce que ça puisse éclairer un petit peu la chose politique. Pour la collectivité territoriale, le changement sera tant au niveau du mode de gouvernance, des liens et de la consultation de ce nouveau conseil consultatif. Ce conseil, comme les anciens, aura le pouvoir d'autosaisine. Je vois l'intérêt du fait que c'est une pertinence d'avoir une seule assemblée, de faire une fusion comme la CTG a su le faire entre l'ex-conseil général et le conseil régional. Je vois également la pertinence sur l'autosaisine, sur les grands dossiers qui vont sortir, notamment sur la filière du bois, la filière aurifère, la filière de la pêche. Et puis, je vois surtout l'élément moteur, le levier, l'écho au niveau de la société civile, parce que là, nous avons tous les collèges qui représentent la société. La Guyane est le dernier département à disposer de ce nouveau conseil consultatif, conformément à la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Martinique et de la Guyane. Le président Emmanuel Macron était cet après-midi au Panthéon pour la commémoration du décret d'abolition de l'esclavage. Cette cérémonie, décidée très tardivement, s'est déroulée en comité très restreint de personnalités triées sur le volet. Peu de mobilisation du coût de la population. Reportage à Paris de Christian Bonnardel. Ils ne sont pas nombreux à être présents en face du Panthéon. Des barrières en interdisent l'accès. La majorité des badauds ne savent même pas pourquoi le président de la République s'y rend cet après-midi. Ceux qui le savent ont plutôt des avis réservés sur cette cérémonie. Alors la question pour moi, c'est à quoi joue-t-on? Et je reviens aussi pour l'abolition de l'esclavage. Alors je demande le multiculturel pour qu'on puisse ouvrir les horizons. Une reconnaissance beaucoup plus marquée, je dirais. Une reconnaissance beaucoup plus marquée par rapport à ce qui s'est passé véritablement, afin que ce type de choses ne se reproduise plus. Jeff, également guadeloupéen, regrette amèrement d'être contraint de suivre la cérémonie sur son smartphone. Regardez, on ne peut même pas s'approcher vers le président, on ne peut pas s'approcher vers le Panthéon parce qu'il y a une sélection et on parle de l'abolition de l'esclavage. Mais pour moi, en général, que tout le monde pouvait accéder là-bas parce qu'il y a une sélection et ça fait diviser encore les gens. Le président de la République a fait 3 annonces. La création d'un musée de l'esclavage en Guadeloupe au Mémorial Act. Le musée de la Marine accueillera quant à lui la fondation qui met en lumière le champ de l'abolition de l'esclavage. La 3e annonce concerne le nom des esclaves qui ne resteront plus anonymes. Et bien, ce sera au jardin des Tuileries où il y aura un mur des noms avec le nom esclave, le numéro d'esclave et surtout le nom de l'affranchissement
une fois que l'esclave est devenu libre et affranchi. Et donc là, ce sont de beaux symboles. Le prochain temps fort de commémoration aura lieu au Sénat le 10 mai en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Le syndicat UTG Santé a tenu ce matin sa 5e assemblée générale de bilan. Amélioration des infrastructures d'accueil, réduction des emplois précaires sont notamment des points qui ont été abordés. Les syndicalistes des Antilles leur ont prêté main forte pour plus de poids au moment de porter leurs revendications auprès des services de l'État. Pierre Tréfou y a assisté. Voyez son reportage. Comme chaque année, l'heure est au bilan pour l'UTG Santé de l'hôpital de Cayenne. Pendant 2 jours, les travailleurs du char se sont rassemblés pour interpeller la direction et le préfet de la santé en Guyane sur leurs conditions de travail. Les membres du conseil syndical ont proposé des séminaires et des formations pour discuter des différentes orientations du syndicat. Au niveau de l'emploi précaire, au niveau du syndicat, donc ces divers contrats qui sont toujours renouvelés, voilà, donc une intégration de pratiquement les contractuels qui sont quand même contractuels depuis déjà 10 ans dans l'établissement, où nous avons eu également des grévistes qui se plaignaient de la surcharge de travail. Donc, où on demandait à ce qu'on puisse recruter. C'est toujours ça le plus gros problème, justement, c'est le recrutement. Des intervenants sont venus faire part de leurs expériences. L'UTG Santé de la Guadeloupe est venu assister à l'Assemblée générale pour montrer leur solidarité aux difficultés que rencontre le monde médical en Guyane. Nous, ça a fait avec les camarades à UTG, les camarades à SAS Martinique. Nous reprenons notre travail depuis 3 ou 4 années. Où nous rencontrons nous régulièrement pour nous analyser la situation là, pour nous aussi porter des solutions collectives d'ensemble, à savoir que nous avons fait des actions de solidarité, c'est-à-dire nous pour mettre en place une série de cahiers de revendications communs pour nous face à des effets, donc les actions que l'État a menées et qui ne pas du tout, qui parlent l'avantage ni à travailler, ni à la population, à Guadeloupe, à Martinique et à Guyane. L'insalubrité des locaux et le manque de personnel qualifié sont des problématiques qui réunissent les régions d'outre-mer et qui ont été les thèmes majeurs de cette 8e Assemblée générale de l'UTG Santé du Char. Un mot de politique à présent. Le 2e tour de l'élection municipale à Regina aura lieu ce dimanche. Pierre Désert et 3 autres de ses colistiers ainsi qu'un autre candidat ont garanti leur place en conseil municipal dès le 1er tour. Il reste 10 places à pourvoir pour 38 candidats, dont les 2 anciens maires, Justin Anatole et Michel Kouami. Dans le reste de l'actualité, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la continuité territoriale en matière monétaire. Ce matin, l'IEDOM a fait le point sur la situation économique de la Guyane pour l'année 2017. Malgré les mouvements sociaux de mars-avril dernier, il prévoit des perspectives réjouissantes pour cette année 2018. Yann Caron, directeur de l'IEDOM Guyane, était au micro de Gaël Wassim. 2017 a été une année charnière, une année marquée par les mouvements sociaux qui ont assez profondément affecté l'économie sur le premier trimestre. Puis l'économie s'est redressée, le moral des chefs d'entreprise également. En définitive, effectivement, on obtient une année qui est assez satisfaisante. Il y a eu des impacts assez marqués durant les mouvements sociaux eux-mêmes, puisque ça a été une longue période de blocage qui a profondément affecté les entreprises dans leur trésorerie, dans leurs activités. Mais ces impacts ont été atténués par toute une série de mécanismes. La mise au chômage partiel, autrement dit, c'est l'État qui a payé pour que les gens puissent percevoir des revenus alors qu'ils n'étaient pas en capacité de travailler. Il y a eu des mécanismes également de moratoire fiscal et sociaux qui ont permis aux entreprises de ne pas être trop affectées puisqu'elles ont pu reporter le paiement de leurs charges sociales, ça c'est un élément très important, et le paiement des aspects fiscaux. On peut penser que l'année 2017 a été une année charnière parce que les mouvements sociaux ont débouché sur le plan d'urgence et que le plan d'urgence représente une puissante impulsion publique pour donner plus de dynamisme à l'économie de la Guyane. Et donc on peut penser, selon le rythme auquel ce sera mis en place, s'il est relativement rapide, que cela va véritablement renforcer la croissance, donner plus de dynamisme, nourrir les carnets de commandes des entreprises dès l'année 2018. 30, c'est le chiffre de la semaine selon l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. 30% des offres d'emploi mises sur le marché l'an dernier ont été difficilement satisfaites
pour 76% des entreprises locales. 3 raisons principales expliquent cette pénurie de candidats: le manque d'attractivité des postes proposés, la pénibilité des missions et l'inadéquation des profils. C'était l'actualité internationale du jour. Les relations diplomatiques se réchauffent entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Une poignée de main entre les deux leaders. Pour la première fois depuis 65 ans, un dirigeant du Nord a franchi la frontière vers le Sud. En Guyane, qu'est-ce que cela représente pour les ressortissants chinois? Leurs deux États, vous le savez peut-être, étaient alliés durant la guerre de Corée de 50 à 53. Paul Kuo est le représentant des ressortissants de 3 provinces chinoises en Guyane. Il nous fait part de son sentiment. Regardez. Géopolitiquement, c'est une très bonne nouvelle. Il faut savoir que les deux Corées sont officiellement toujours en guerre. Donc c'est un armistice qui a été signé en 1953 qui maintient la paix. D'un côté, vous avez la Corée du Nord qui est un régime communiste et totalitaire. Donc avec la famille Jin qui règne depuis 1948, qui reste économiquement pauvre. Et de l'autre côté, vous avez la Corée du Sud, donc régime démocratique et ce qu'on a vu, une économique, économiquement ils sont très riches depuis 1990. Donc pour la Chine, donc c'est un pays voisin qui a des frontières avec la Corée du Nord, ne souhaite pas du tout de tensions ni de conflits dans la région. Le président chinois, M. Xi Jinping, un homme politicien apprécié et respecté en Chine et de la diaspora chinoise d'outre-mer. Lors du visite du président du Corée du Nord, a déclaré récemment que la Chine soutient la paix et le développement économique dans la région. Donc, en bref, l'impact qu'il pourrait apporter aux Chinois, c'est économiquement, la Corée du Nord pourrait apporter des opportunités pour la Chine, et la baisse de tension de la région pourrait favoriser le tourisme aussi. Et enfin, le rapprochement des deux Corées pourrait donner l'espoir pour la Chine qui cherche des moyens pour unifier l'île de Taïwan. Et nos voisins guadeloupéens, la filière banane se porte mieux et tient à le faire savoir. Aujourd'hui, le groupement des producteurs de Guadeloupe organisait une visite des terrains à Capesterre-Belle-Eau. L'objectif, démontrer que la filière banane entre vents et marées a encore un avenir sur le territoire. Reportage de Linda Kayarsi et de Patrick Uri. 7 mois après le passage de l'ouragan Maria, difficile de croire que l'exploitation Changuy a souffert. Pourtant, elle n'a pas été épargnée. 30% de la production a été perdue. Quand on voit ça, on se dit qu'il faut redémarrer. On n'a pas le choix. Bon, l'État a mis en place un système de chômage technique. Le FAFCA a mis en place des formations. Nous avons mis une partie du personnel en formation, une autre partie en chômage technique et une autre partie restée au travail pour pouvoir relancer la machine. Nous l'avons relancé à 30%. La filière se remet progressivement des intempéries avec des objectifs bien précis pour un retour remarqué sur les étals. Le grand challenge du groupement de producteurs en 2018 et 2019, c'est de mettre 4 ou 5 centrales ultra modernes pour la pénibilité au travail, de manière à ce que les salariés qui vont travailler dans ces stations, comme vous le constatez aujourd'hui, où il y a une robotisation extrême, les salariés seront dans des conditions de travail extraordinaires par rapport à ce qu'on avait connu. Plus de moyens donc pour une banane désormais d'appellation française, mais aussi équitable, dédiée notamment à la petite production, moins de 500 tonnes. Le groupement des producteurs mise également sur une banane durable, en mettant en place notamment un plan vert. Articulé autour d'une part l'assainissement des sols, c'est-à-dire mise en place de plantes de couverture, c'est-à-dire pour diminuer, voire arrêter l'utilisation des herbicides. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier a été d'améliorer la fertilité des sols, donc d'emmener de la matière organique. Donc cette matière organique, c'est un compost en fait qui est issu des déchets verts, donc de l'élagage de toutes les communes, de la vinasse, de la bagasse. Donc ça fonctionne un peu en économie circulaire et ça permet d'améliorer la fertilité des sols et d'avoir des plantes en meilleure santé. Et le troisième point aussi, c'est de piéger le charançon, donc de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, mais d'utiliser le piégeage naturel pour réduire la population de charançon, qui est un petit insecte qui attaque le bulbe du bananier et qui empêche son développement racinaire. Cette année, les acteurs de la filière comptent produire 35 000 tonnes de bananes, 45 000 tonnes en 2019. L'objectif, atteindre d'ici 3 ans le quota de production qui est de 77 000 tonnes.
Roule en main, Calaverotte, c'est le mouvement de solidarité des élèves du collège Paul Capel et Eugène Nanon qui ont initié pour venir en aide à l'île de la Dominique. Ils avaient déjà mené une action il y a quelques semaines avec un marché solidaire. Ils organisent un concert caritatif demain au Zéphyr à 19 h. Les explications avec Élisère Yoldi au micro de Galwassim. Alors la première, c'est un marché solidaire, vous étiez là. Et puis demain soir, on veut faire un concert pour récupérer des fonds. Toujours pour aider l'île de la Dominique qui est encore sinistrée. Des écoles sont à reconstruire toujours. Et il y a la saison des pluies qui commence en juin. Donc c'est encore très difficile pour eux. Non seulement pour la reconstruction, mais d'une manière qu'on regarde avec l'angle pédagogique, on va entrer en contact avec eux, faire remonter les besoins, mais aussi avec les élèves, les faire rencontrer d'autres élèves. En matière de langue, c'est intéressant pour nous. Et puis l'idéal aussi, c'est d'aller sur place, de voir et de constater. On a voulu monter ce programme avec les artistes locaux. Alors il y a Clara Nugent, Naipa, Wood Daddy, Michael Mancé, Terra Danza, les Flamboyants, du Jokan. Et puis bien sûr, notre invité, Ophélia, qui vient de la Dominique. Au Zéphyr à 19 h. Donc c'est samedi soir, 19 h. Ça sera excellent, excellent, un excellent concert. Ce qu'on vise, c'est le maximum pour récolter le maximum de fonds. Donc la salle a 1200 places. Allez, le peuple de Guyane, venez, on vous invite. Un hommage aux héros de la libération. La ville de Cayenne, en partenariat avec l'association Copena, souhaite redonner leur lettre de noblesse aux hommes qui ont marqué de leur empreinte la libération du joug de l'esclavage. Ce soir, jusqu'à 23 h, dans le salon de l'hôtel de ville, les auteurs et spécialistes de la question viendront échanger avec le public. Plus de détails avec Evelyne Sagne et Serge Billet, auteur de l'ouvrage consacré aux Bonis de Guyane. Regardez. Très concrètement, par exemple, les résistants amérindiens, on peut citer les noms de Pagalé, qui a lutté contre Poncé de Bretigny en 1643. Ensuite, on a le grand chef Bimon, qui est un Amérindien également, qui a un peu lutté contre les Français en 1653. On a donc d'autres grands chefs amérindiens aussi qui se sont illustrés. Ensuite, par la suite, de grands marrons tels que le grand chef Simon, le grand Pompée, Adom, Linval, Copena, voilà, donc ont beaucoup de noms et de grands chefs qui ont œuvré avec leur groupe, qui sont partis en forêt, qui ont fait de la guérilla, qui ont essayé vraiment de gagner leur liberté et qui ont aussi aidé les autres esclaves à se libérer. Et donc ces personnages ne sont pas connus. Il y a des lieux aussi, comme par exemple du secteur de la Comté, où il y a eu vraiment beaucoup de marronnage dans ce secteur-là, de grands villages. Et à cette occasion, donc on a fait appel à des spécialistes. Donc M. Eugène Epailly, qui va parler du grand chef Simon, et donc M. Serge Billet, ici présent, qui nous a fait vraiment l'honneur de venir de la Martinique, malgré son emploi du temps très chargé. On le remercie, vraiment de ce soutien, et puis de sa passion et de son implication qui est très importante pour valoriser des pans de notre histoire, je dirais, de l'Antilles-Guyane. Et donc il est ici présent et il va présenter le grand chef Boni. Disons que ce qui m'intéressait, c'est de revenir en Guyane après le travail que j'ai pu faire il y a 25 ans. Quand je suis arrivé en Guyane en 1994, je me suis intéressé aux populations du fleuve, et en particulier aux Bonis, après un séjour à Patou, et j'avais trouvé intéressant le lien qu'il y avait encore entre l'Afrique et ses populations. On sait tous que les Bonis viennent de plusieurs pays d'Afrique, du Togo, du Dahomey de l'époque, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, du Cameroun. Et ce qui m'avait moins intéressé par rapport à mes propres origines, c'est de focaliser mon intérêt sur la partie qui venait de ce qu'on appelle le monde Akan, c'est-à-dire tout ce qui était Ghana et Côte d'Ivoire, et de voir les corrélations qu'il y avait entre les Bonis et ces populations-là. Et je trouvais ça très intéressant, et donc j'ai pu à l'époque faire un film, et aujourd'hui je reviens avec un livre qui sort dans un mois, qui va être un peu le prolongement de tout ce travail qui a été fait il y a 25 ans. Demain samedi, jour de marché, vous pourrez sans doute aller faire vos courses à Irakubo. Tous les mercredis et les samedis, la commune vibre au rythme de son petit marché rural situé à quelques mètres de la mairie. Les stands sont exclusivement tenus par des femmes. Quelles sont les spécialités qu'elles proposent? Réponse dans ce reportage de Chrysler Phillips. Nous avons vendu tout bagage, nous avons vendu comme salade,
bako, banane, céleri, piment végétarien, tout. Nous avons vendé quoi qu'il a kubo, bon quoi qu'il a kubo. Il y a marché mercredi et samedi. Non, il n'est pas cher. Pas qu'à vendre cher parce que nous communiquons pas gros. Donc nous avons vendu bon prix à la kubo. Et ben nous avons voyé, nous avons dit tout le monde, si tout le monde les bon quack, bel quack, gros grain quack, à Irakubo pour y venir. Nous avons tout bon bagage à Irakubo, cassave, sispa, quack. Tout nous avons vendu épinards, tout bagage nous avons vendu à Irakubo. Bon marché, bel marché à Irakubo. La calligraphie mêlée à la beauté du paysage guyanais, c'est ce que l'artiste Chen Shuchuan a réalisé pendant un mois de résidence artistique à la maison Marcel Prévost à Cayenne. Issue des Beaux-Arts de Taïwan et de Paris, elle a fait une restitution hier de son séjour artistique. Reportage de Pierre Tréfou. Quand j'étais petite, j'ai déjà dessiné très bien. Mais mes parents n'ont pas remarqué ça. Moi-même, je ne savais pas. J'étais fait l'école de métier, être comptable. Après l'étude de comptable, je demandais à mon père de m'aider à faire continuer de l'étude plutôt vers Beaux-Arts qu'être un comptable. Et j'ai réussi mon concours et j'ai quitté à mes parents. Aller à la capitale, à Taipei. Après diplôme de Beaux-Arts à Taipei, je ne satisfais pas ce que je peins. Et il y avait une occasion de notre école Beaux-Arts de Taipei et échange l'école Beaux-Arts à Paris. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. C'est grâce à Art Factory qui me donnait cette occasion de donner des cours et aussi peindre pendant un mois. Ma technique est une base de calligraphie et aussi le style traditionnel peinture chinoise. Et la Guyane me respirait beaucoup parce que c'est un pays tropical. Il y a beaucoup de végétation que Taïwan probablement ressemble, mais pas tout à fait. Parce que Taïwan c'est une île et ici c'est un continent, mais il est au bord de la mer. On a beaucoup commun, mais un peu différentes. Le climat ici, c'est agréable, très agréable. Et j'aime bien ici la forêt et j'aime bien la nature. J'ai rencontré M. Li Yafu. Il est d'origine chinoise et il est très patient sur la peinture. Donc nous nous sommes rencontrés et on s'entend très bien. Dans quelques mois, nous faisons ensemble une exposition en novembre. Ça, c'est un projet. Refermons ce journal avec la 114e édition de la Foire de Paris qui s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 8 mai. La Guyane est bien représentée avec des stands entièrement décorés par l'artiste Abel Adonai. La Foire de Paris, une manifestation commerciale organisée depuis 1904. Des images rapportées par Chrysler Phillips. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Ariane Florival a été élue présidente du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane. C'est la première à ce poste depuis la fusion du CESER et du CCEE, les anciens organes consultatifs territoriaux. Et puis la République se souvient de l'esclavage et surtout de son abolition le 27 avril 1848. Cette cérémonie, décidée très tardivement, s'est déroulée avec des personnalités triées sur le volet et une faible participation populaire. Et puis de l'art calligraphique mêlé à la beauté du paysage guyanais, c'est le travail de l'artiste taïwanais Chen Shuchuan. Elle a achevé hier un mois de résidence artistique. Son œuvre était montrée dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve lundi, même chaîne, même heure. Excellente soirée. Bon week-end à vous sur ATV Guyane.